J'ai volé la vie de quelqu'un d'autre, et maintenant je paye le prix. L'appartement, baigné d'une lumière matinale douce et diffuse, respirait un calme trompeur. Des rayons obliques caressaient les surfaces épurées, glissant sur le bois clair du parquet, la soie brute des rideaux couleur crème, la céramique immaculée du plan de travail de la cuisine. Chaque objet semblait à sa place, immuable, témoin silencieux d'une existence ordonnée, presque trop parfaite. Je me tenais immobile au centre du salon, observant ce tableau familier avec un détachement étrange, comme si je le découvrais pour la première fois. Le silence était épais, seulement ponctué par le tic-tac régulier de l'horloge design suspendue au mur, un métronome froid et implacable mesurant un temps qui semblait s'écouler avec une lenteur insupportable. Dehors, la ville s'éveillait doucement, le murmure lointain de la circulation montant comme une marée sourde. Mais ici, dans cet écrin de modernité et de luxe discret, régnait une atmosphère suspendue, presque irréelle. Je portais encore la robe de chambre en cachemire gris, douce et enveloppante, mais elle ne parvenait pas à me réchauffer. Un frisson glacial me parcourait l'échine, une sensation de froid intérieur qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. Mes doigts, crispés sur la ceinture de la robe, étaient d'une blancheur inquiétante. Je sentais mon cœur battre avec une force sourde, un tambourinement irrégulier qui résonnait dans mes oreilles. L'air semblait lourd, oppressant, difficile à respirer. J'avais l'impression d'être enfermé sous cloche, privé d'oxygène, condamné à suffoquer dans cet espace pourtant conçu pour le confort et la sérénité. Ce matin, comme tant d'autres matins depuis des semaines, une angoisse sourde me tenait à la gorge, une boule de peur diffuse qui s'était installée insidieusement, rongeant mon bien-être, empoisonnant chaque instant de mon existence. Au début, ce n'était qu'une vague inquiétude, une sensation de malaise inexplicable, comme une ombre fugitive qui traversait mon esprit sans laisser de traces. Puis, l'ombre s'était épaissie, devenant plus persistante, plus tangible. Elle s'était transformée en une présence obsédante, un poids invisible qui pesait sur mes épaules, m'empêchant de respirer librement, de sourire sincèrement, de vivre pleinement. Maintenant, l'ombre avait pris corps. Elle était devenue une réalité palpable, une menace imminente qui planait au-dessus de moi, prête à s'abattre à tout moment. Je savais, au plus profond de mon être, que quelque chose avait changé, irrémédiablement. L'équilibre fragile de ma vie, si soigneusement construit, si jalousement préservé, était sur le point de se briser, de voler, en éclats. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds, la stabilité illusoire de mon existence se fissurer, révélant un abîme sombre et insondable. Et je savais, avec une certitude glaçante, que j'étais seul face à cette menace, seul à porter le poids de ce secret qui me rongeait de l'intérieur. Le téléphone posé sur la table basse, un objet élégant en acier brossé et vert noir, vibra soudainement, brisant le silence oppressant. Un sursaut involontaire me fit tressaillir. Je restais immobile, les yeux fixés sur l'écran qui s'illuminait, affichant le nom de mon mari. Un nom familier, rassurant en apparence, mais qui, en cet instant précis, résonnait avec une étrange dissonance. Un nom qui, désormais, était inextricablement lié à cette angoisse qui me tenaillait, à ce secret qui me consumait. Je savais que je devais répondre, que je ne pouvais pas ignorer cet appel, mais une force invisible me retenait, me clouait sur place, paralysé par la peur. La peur de ce que cet appel pouvait apporter, la peur de ce que l'avenir me réservait, la peur de la vérité qui, je le sentais confusément, était sur le point d'éclater au grand jour. Le téléphone vibra à nouveau, insistant, pressant. Je fermai les yeux un instant,
respirant profondément pour tenter de me calmer, de reprendre le contrôle de mes émotions. Puis, d'un mouvement lent et hésitant, je me dirigeai vers la table basse et pris l'appareil en main. L'écran affichait toujours le nom de mon mari, accompagné d'une petite icône verte clignotante. Je glissais mon doigt sur l'écran et portais le téléphone à mon oreille. « Allô ?» dis-je d'une voix qui me parut étrangère, rauque et tremblante. De l'autre côté du fil, la voix de mon mari, chaleureuse et enjouée comme à son habitude, me parvint, décalée, presque irréelle, comme si elle venait d'un autre monde. « Chérie, c'est moi. Tu es réveillée. » Sa question, banale et innocente, résonna dans le silence de l'appartement comme une accusation. « Oui, » répondis-je simplement, luttant pour masquer le tremblement de ma voix. « Tout va bien ?» demanda-t-il, un léger ton d'inquiétude perçant sous son assurance habituelle. « Oui, oui, tout va bien. » mentis-je, le cœur battant la chamade. Le mensonge glissa facilement de mes lèvres, comme une habitude, comme une seconde nature. Mais cette fois, le mensonge avait un goût amer, un goût de cendre et de culpabilité. Je voulais juste te dire que je serais un peu en retard ce soir. Une réunion de dernière minute s'est prolongée. Ne m'attends pas pour dîner. D'accord, répondis-je, l'écho vide de ma voix résonnant dans le silence de l'appartement. Je t'embrasse. À ce soir, murmurai-je, et la communication se coupa. Je restais immobile, le téléphone serré dans ma main, fixant le vide devant moi. À ce soir, avais-je dit, comme si de rien n'était, comme si ma vie continuait son cours normal, comme si le mensonge que je portais en moi ne risquait pas d'exploser à tout moment, emportant tout sur son passage. Mais, au fond de moi, je savais que ce soir ne serait pas comme les autres soirs. Je sentais que quelque chose allait se produire, un événement inévitable, un point de rupture. Et je savais, avec une angoisse grandissante, que le prix que je devrais payer pour mon mensonge serait terriblement élevé. Le café, brûlant et amer, me brûla la langue, mais je ne ressentis rien. Mes sens semblaient anesthésiés, engourdis par l'angoisse. J'étais assise à la table de la cuisine, devant une tasse à moitié pleine, les yeux perdus dans le vide. Le soleil montait dans le ciel, inondant l'appartement d'une lumière crue et impitoyable, révélant chaque détail, chaque imperfection, chaque fissure dans le vernis de cette vie que j'avais si soigneusement mise en scène. Dehors, la ville bourdonnait d'activité, une fourmilière humaine agitée et bruyante, inconsciente du drame silencieux qui se jouait dans cet appartement cossu, à l'abri des regards indiscrets. Je me levais d'un mouvement lent et mécanique, vidais le reste de café dans l'évier et rinçais la tasse. Chaque geste était précis, mesuré, comme si j'essayais de me raccrocher à la routine, à la normalité, pour conjurer le chaos intérieur qui me menaçait. Je me dirigeais vers la salle de bain, mon reflet dans le miroir me glaça le sang. Le visage pâle, les yeux cernés, les traits tirés par l'insomnie et l'angoisse. Je ne me reconnaissais plus. Où était passée la femme que j'avais été autrefois, la femme pleine de vie, d'énergie, d'ambition? Elle avait disparu, engloutie par le mensonge, rongée par la culpabilité. Je me maquillage légèrement, essayant de dissimuler les marques de fatigue et d'angoisse, de me donner l'apparence d'une femme normale, d'une femme qui n'avait rien à cacher. Mais le miroir me renvoyait une image impitoyable, une image de fragilité et de désespoir que le maquillage ne parvenait pas à masquer complètement. Je soupirais, détournai le regard et ouvris l'armoire à pharmacie. Mes yeux se posèrent sur la petite boîte blanche contenant les somnifères. Je la pris en main, hésitante. Depuis des semaines, je luttais contre l'insomnie, des nuits blanches hantées par des cauchemars, des réveils en sursaut,
le cœur battant la chamade. Le médecin m'avait prescrit ces somnifères, une solution temporaire, disait-il. Mais je savais que ce n'était pas une solution. C'était une béquille, un palliatif qui ne réglait pas le problème de fond. Le problème de fond, c'était le mensonge, le secret, la culpabilité. Le problème de fond, c'était la vie que j'avais volée. Je reposais la boîte de somnifères dans l'armoire, refermais la porte et sortis de la salle de bain. Je devais sortir, prendre l'air, essayer de penser à autre chose, de me distraire un peu. Peut-être que si je sortais, si je me plongeais dans le tumulte de la ville, je parviendrais à oublier, ne serait-ce qu'un instant, l'angoisse qui me rongeait. Je me dirigeais vers le dressing, ouvris la porte et me retrouvais face à mon armoire remplie de vêtements élégants, de chaussures de luxe, de sacs à main griffés. Des objets futiles, insignifiants, qui n'avaient plus aucun sens pour moi. Je choisis une robe simple, un chemisier en soie et un pantalon de lin, des vêtements confortables et discrets. Je me coiffais rapidement, attachais mes cheveux en un chignon lâche, enfilais mes chaussures et pris mon sac à main. Avant de sortir, je jetais un dernier coup d'œil à l'appartement. Le calme apparent, la perfection artificielle, le luxe froid et impersonnel. Tout cela me semblait soudainement vide et dénué de sens. Cet appartement, que j'avais autrefois considéré comme un symbole de réussite, un cocon de bonheur, était devenu une prison dorée, un lieu d'angoisse et de solitude. Je fermai la porte derrière moi, laissant derrière moi cet espace suffocant, et sortis dans la rue. L'air frais du matin me frappa le visage, une bouffée d'oxygène bienfaisante. Le bruit de la ville, la foule anonyme, l'agitation ambiante, tout cela me parut soudainement rassurant, presque réconfortant. Je me mis à marcher, sans but précis, me laissant porter par le flux de la foule, me fondant dans l'anonymat de la masse. Je marchais vite, presque en courant, comme si je fuyais quelque chose, comme si j'essayais d'échapper à l'angoisse qui me poursuivait. Mais je savais que je ne pouvais pas fuir, que je ne pouvais pas échapper à mon passé, que le secret que je portais en moi me rattraperait tôt ou tard. Le prix que je devrais payer pour avoir volé la vie de quelqu'un d'autre, je ne savais pas encore quel serait ce prix, mais je sentais qu'il serait terrible, insupportable, et je savais que je le méritais. Le parc, au cœur de la ville, était un oasis de verdure et de calme, un refuge paisible loin du tumulte urbain. Je m'assis sur un banc, à l'ombre d'un grand arbre, et fermai les yeux. Le soleil filtrait à travers les feuilles, créant des taches de lumière mouvante sur mes paupières. Le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les arbres, le bruit lointain de la fontaine, tout cela composait une symphonie douce et apaisante. Pendant un instant, je parvins à oublier l'angoisse, à me laisser bercer par la sérénité du lieu. Mais le répit fut de courte durée. L'ombre du passé se projeta à nouveau sur mon esprit, obscurcissant la lumière, étouffant le calme. Je rouvris les yeux, le cœur lourd. Autour de moi, la vie continuait son cours normal. Des enfants jouaient, des couples se promenaient main dans la main, des personnes âgées lisaient le journal sur les bancs, des gens heureux, insouciants, qui ignoraient tout de mon drame intérieur, de mon secret honteux. Je me sentais seul, isolé, coupé du monde, comme si j'étais devenue invisible, transparente, comme si je n'existais plus vraiment. Et pourtant, j'étais là, bien réel, avec mon corps, mes pensées, mes émotions. Mais j'étais prisonnière d'un mensonge, enfermée dans une spirale de culpabilité et d'angoisse qui me consumait de l'intérieur. Comment en étais-je arrivé là? Comment avais-je pu me laisser entraîner dans cette spirale infernale? Tout avait commencé il y a 5 ans, lors de ce voyage à Florence. Un voyage que j'avais organisé pour célébrer mes 30 ans. Un voyage de rêve, une parenthèse enchantée dans ma vie bien rangée et un peu monotone. J'étais alors une jeune femme ambitieuse, travailleuse, célibataire
et indépendante. J'avais une carrière prometteuse dans la finance, un appartement confortable dans un quartier agréable, des amis fidèles, une famille aimante. Ma vie était stable, sécurisée, prévisible. Mais elle manquait de piment, d'aventure, de passion. C'est ce que je recherchais à Florence, la passion, l'imprévu, l'étincelle qui allait illuminer mon existence. Et je l'avais trouvée. Je l'avais trouvée en la personne de Marc. Marc était un artiste, un peintre talentueux et bohème, un homme libre et passionné, tout le contraire de moi. Nous nous étions rencontrés par hasard dans un café de la Piazza della Signoria. Nos regards s'étaient croisés, un sourire avait échangé et la magie avait opéré. Nous avions passé des heures à parler, à nous découvrir, à nous séduire. Il m'avait emmené visiter les musées, les églises, les palais de Florence, me faisant découvrir la beauté de la ville à travers ses yeux d'artiste. Il m'avait parlé de sa passion pour la peinture, de son désir de créer, de son rêve de devenir un artiste reconnu. J'avais été fasciné par sa liberté, sa créativité, sa sensibilité. Il était tout ce que je n'étais pas, tout ce que j'aspirais à être. Nous avions passé une semaine ensemble, une semaine intense, passionnée, inoubliable. Nous avions exploré la ville, nous avions partagé des repas, des rires, des secrets, des baisers. Nous étions tombés amoureux, follement amoureux, comme dans les romans. Mais la semaine avait passé trop vite et il avait fallu se séparer. Marc devait retourner à Paris, où il vivait et travaillait. Moi, je devais rentrer à Londres, retrouver ma vie rangée et prévisible. Nous nous étions promis de nous revoir, de nous écrire, de rester en contact. Mais au fond de moi, je savais que notre histoire était trop belle pour être vraie, qu'elle n'était qu'une parenthèse enchantée, un rêve éphémère. De retour à Londres, j'avais essayé de reprendre le cours normal de ma vie. Mais Marc était toujours présent dans mon esprit, dans mon cœur. Je pensais à lui constamment, je relisais ses lettres, je rêvais de lui la nuit. Je savais que je devais le revoir, que je ne pouvais pas laisser cette histoire s'éteindre ainsi. Alors, quelques semaines plus tard, j'avais pris un week-end à Paris, sous prétexte d'un voyage d'affaires. J'avais retrouvé Marc et la passion avait été encore plus forte, plus intense. Nous avions passé 2 jours et 2 nuits ensemble, enfermés dans son petit appartement d'artiste, nous aimant, nous parlant, nous rêvant. À la fin du week-end, nous avions pris une décision. Nous allions vivre ensemble. Marc allait quitter Paris et venir s'installer à Londres. Il allait abandonner sa vie d'artiste bohème pour moi, pour notre amour. J'étais folle de joie, mais aussi un peu inquiète. Je savais que ce serait un grand changement pour nous deux, un défi à relever. Mais j'étais prête à tout pour Marc, pour notre amour. Il avait vendu son appartement à Paris, avait démissionné de son travail de professeur de dessin et était venu me rejoindre à Londres. Nous avions loué un appartement ensemble, un petit appartement modeste, bien loin du luxe de celui que j'habite aujourd'hui. Nous avions commencé une nouvelle vie ensemble, une vie pleine d'amour, de passion, de projets, mais aussi une vie difficile, précaire, incertaine. Marc avait du mal à retrouver du travail à Londres. Son anglais était hésitant, ses contacts limités. Il avait essayé de vendre ses tableaux, mais sans succès. Nous avions rapidement épuisé ses économies et j'avais dû prendre en charge toutes les dépenses. Au début, cela ne me dérangeait pas. J'étais amoureuse. Je voulais l'aider, le soutenir. Mais au fil des mois, la situation était devenue de plus en plus difficile. Le stress financier, les tensions, les disputes, tout cela avait commencé à user notre amour. Marc était devenu irritable, frustré, désespéré.
Il me reprochait de ne pas le comprendre, de ne pas le soutenir suffisamment, de vouloir le changer. Je me sentais coupable, impuissante, dépassée. Notre belle histoire d'amour était en train de virer au cauchemar. Et puis, il y avait eu l'accident. L'accident avait tout changé, tout basculé. Un soir d'hiver glacial, Marc était rentré tard, après une soirée passée avec des amis artistes. Il avait bu, plus que de raison. En traversant la rue, distrait et ivre, il avait été renversé par une voiture. Un choc violent, brutal, fatal. Il était mort sur le coup. J'avais été prévenu par la police au milieu de la nuit. Un appel téléphonique glaçant, une voix impersonnelle m'annonçant la terrible nouvelle. J'avais cru que mon monde s'écroulait. J'avais perdu l'homme que j'aimais, l'homme pour qui j'avais tout quitté, l'homme qui avait donné un sens à ma vie. La douleur était insupportable, dévorante, paralysante. Je me sentais vide, brisé, anéanti. Les jours qui avaient suivi avaient été un cauchemar. Les formalités administratives, les obsèques, le deuil, tout cela avait été flou, irréel, comme si je vivais dans un mauvais rêve. J'avais été entouré de mes amis, de ma famille, qui avaient essayé de me soutenir, de me réconforter. Mais rien ne pouvait apaiser ma douleur. Rien ne pouvait combler le vide immense que Marc avait laissé derrière lui. Après les obsèques, j'étais retourné dans notre appartement, seul, face à mon chagrin. L'appartement était vide, silencieux, imprégné de la présence fantomatique de Marc. Chaque objet, chaque meuble, chaque souvenir me rappelait sa présence, son sourire, sa voix. Je ne pouvais pas rester là, dans cet endroit chargé de souvenirs douloureux. J'avais décidé de déménager, de changer de vie, de tourner la page. J'avais vendu l'appartement, j'avais démissionné de mon travail, j'avais tout quitté. Je voulais recommencer à zéro, oublier le passé, échapper à la douleur. J'avais quitté Londres, j'avais voyagé pendant des mois, errant de ville en ville, d'hôtel en hôtel, sans but précis, sans direction. J'essayais de fuir ma douleur, de me perdre dans l'anonymat des grandes villes, de me distraire avec de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Mais la douleur me suivait partout, comme une ombre tenace, impossible à semer. Un jour, alors que j'étais à Paris, j'avais rencontré Antoine. Antoine était un homme d'affaires prospère, élégant, raffiné, tout le contraire de Marc. Il était riche, puissant, influent. Il avait une vie brillante, une carrière fulgurante, un appartement luxueux, une voiture de sport, une clientèle prestigieuse. Il était tout ce que Marc n'était pas, tout ce que j'avais autrefois méprisé. Mais après la mort de Marc, mes valeurs avaient changé, mes priorités avaient évolué. J'avais besoin de stabilité, de sécurité, de confort. J'avais besoin d'oublier la précarité, la douleur, le manque. Antoine m'avait courtisé avec insistance, avec élégance, avec générosité. Il m'avait offert des dîners dans des restaurants étoilés, des cadeaux somptueux, des voyages de rêve. Il m'avait fait sentir désiré, admiré, aimé. Peu à peu, j'avais succombé à son charme, à sa richesse, à sa promesse de bonheur facile. J'avais accepté de devenir sa femme. Nous nous étions mariés, quelques mois plus tard, dans une cérémonie fastueuse, devant un parterre d'invités triés sur le volet. J'étais devenue Madame Antoine Duroy, une femme riche, respectée, enviée. J'avais emménagé dans cet appartement luxueux, j'avais changé de vie, j'avais tout oublié de mon passé, de Marc, de ma douleur. Ou du moins, c'est ce que j'avais cru. Mais le passé n'était pas mort. Il était seulement enfoui, caché sous une épaisse couche de mensonges et d'illusions. Et maintenant, le passé revenait me hanter,
me réclamer son dû, le prix que je devais payer pour avoir volé la vie de quelqu'un d'autre, le visage de Marc, son sourire lumineux, ses yeux bleus remplis d'amour, tout cela revenait me hanter, me torturer. Je l'avais trahi, je l'avais oublié, je l'avais remplacé. J'avais volé sa vie, sa mémoire, son amour, et maintenant, je devais payer le prix. Le message arriva en fin d'après-midi, un simple SMS, laconique et glaçant. Nous devons parler. Ce soir, chez moi. Le numéro était inconnu. Un frisson de peur me parcourut l'échine. Je savais instinctivement de qui il s'agissait. C'était elle. Elle était revenue, la femme dont j'avais volé la vie, la femme que j'avais cru pouvoir oublier, effacer de ma mémoire. Mais elle était là, à nouveau, menaçante, implacable. Le passé me rattrapait, avec une force brutale, inattendue. J'essayais de me calmer, de respirer profondément, de reprendre le contrôle de mes émotions. Mais la peur me paralysait, me nouait l'estomac, me glaçait le sang. Je relus le message plusieurs fois, essayant de déchiffrer son sens caché, de deviner ses intentions. Nous devons parler, ce soir, chez moi. Ces mots simples, anodins en apparence, résonnaient comme une sentence de mort. Chez moi. Où était chez elle? Je n'en avais aucune idée. Je ne savais rien d'elle, de sa vie, de son passé. Je l'avais rencontrée une seule fois, brièvement, furtivement, il y a 5 ans, à Florence. Lors de ce voyage qui avait changé ma vie, lors de cette semaine de passion avec Marc, elle était l'amie de Marc, sa meilleure amie, disait-il. Il me l'avait présentée un soir, lors d'un dîner dans un restaurant typique du quartier de l'Oltrarno. Elle s'appelait Sophie, je crois, ou Sonia. Je ne me souvenais plus très bien de son nom. Je me souvenais seulement de son visage, un visage pâle et fin, des yeux noirs profonds et tristes, une silhouette mince et élégante. Elle avait été discrète, réservée, presque effacée. Elle avait peu parlé, elle avait surtout observé, écouté. Elle avait semblé distante, froide, presque hostile. Je n'avais pas cherché à la connaître davantage. J'étais trop absorbé par Marc, par notre amour naissant, par la magie de Florence. Je n'avais pas prêté attention à cette femme silencieuse et mystérieuse, à son regard sombre et pénétrant. J'avais commis une erreur, une grave erreur. J'aurais dû me méfier d'elle, j'aurais dû la fuir, j'aurais dû la tenir à distance. Mais j'avais été aveuglé par la passion, par l'amour, par l'illusion du bonheur. Et maintenant, elle revenait, pour me réclamer son dû, pour me faire payer le prix de mon bonheur volé. Je me demandais ce qu'elle voulait. De l'argent? De la vengeance? La vérité? Je ne savais pas. J'avais peur de le savoir. Je regardais l'heure sur mon téléphone. Il était presque 18 heures. Le rendez-vous était pour ce soir. Mais à quelle heure? Le message ne précisait rien. Je devais attendre, dans l'angoisse, l'incertitude, la peur. Je me sentais piégé, pris au piège, comme une souris dans une souricière. Je ne pouvais pas fuir, je ne pouvais pas me cacher. Je devais affronter mon destin, faire face à la vérité. Je me levais, me dirigeais vers la fenêtre et regardais la ville qui s'illuminait doucement sous le crépuscule. Les lumières scintillantes, les voitures qui circulaient, les gens qui rentraient chez eux, tout cela me semblait étrange, irréel, comme si je regardais un film. Ma vie, ma vraie vie, était sur le point de basculer, de changer de cours. Je n'étais plus Madame Antoine Duroy, la femme riche et respectée. J'étais redevenue la femme que j'avais toujours été au fond de moi, une imposture, une usurpatrice, une voleuse de vie. Le téléphone vibra à nouveau. Un nouveau message, du même numéro inconnu. 20 heures. Adresse suit.
L'adresse suivrait. L'attente allait être insupportable. Je me sentais comme une condamnée à mort attendant l'heure de son exécution. Je me demandais ce que j'allais faire. Devais-je en parler à Antoine? Devais-je lui dire la vérité? Non, impossible. Je ne pouvais pas lui avouer mon secret. Mon mensonge, il ne me pardonnerait jamais. Il me quitterait, me rejetterait, me mépriserait. Je perdrais tout. Mon mari, mon statut social, ma vie confortable, mon bonheur illusoire. Je devais affronter cette épreuve seule, sans l'aide de personne. Je devais assumer les conséquences de mes actes, payer le prix de mon mensonge. Je me sentais perdu, désespéré, au bord du gouffre. Mais au fond de moi, une étincelle d'espoir subsistait encore. Peut-être que je pouvais encore m'en sortir, peut-être que je pouvais encore échapper à la vengeance de cette femme, à la vérité du passé. Peut-être que je pouvais encore sauver ma vie, ma nouvelle vie, ma vie volée. Mais à quel prix? L'adresse arriva à 19h30, un nouveau SMS, laconique et précis. 20h, rue des Rosiers, NDJ 12. Sonnez Durand. Rue des Rosiers, NDJ 12. Je connaissais cette adresse. C'était dans le Marais, un quartier ancien et charmant de Paris. Un quartier que j'avais visité autrefois, lors de mon premier voyage à Paris, avant de rencontrer Marc. Rue des Rosiers, NDG 12. Sonnez Durand. Durand, un nom familier, un nom qui résonnait étrangement dans ma mémoire. Où avais-je déjà entendu ce nom? Je réfléchissais intensément, essayant de me souvenir. Durand. Durand. Soudain, un éclair de mémoire. Durand. C'était le nom de famille de Marc. Marc Durand. Rue des Rosiers, NDG 12. Sonnez Durand. C'était chez Marc. C'était l'appartement de Marc à Paris. L'appartement qu'il avait vendu pour venir me rejoindre à Londres. L'appartement où nous avions passé des moments heureux, passionnés, inoubliables. C'était là qu'elle m'attendait. Dans l'appartement de Marc. Dans son appartement. À lui. Un sentiment étrange, mélange de peur et de curiosité, m'envahit. Pourquoi voulait-elle me rencontrer là-bas? Pourquoi dans l'appartement de Marc? Qu'est-ce qu'elle préparait? Je me sentais de plus en plus angoissée, de plus en plus confuse. Je devais y aller. Je n'avais pas le choix. Je devais affronter cette femme, affronter mon passé, affronter la vérité. Je me préparais rapidement. Je me douchais, me maquillais légèrement, m'habillais d'une robe noire simple et élégante. Je voulais être digne, forte, maîtresse de mes émotions. Mais au fond de moi, j'étais terrifié, vulnérable, au bord de la rupture. Je pris un taxi et me fis conduire rue des Rosiers. Le trajet me parut interminable. Mes pensées s'emballaient, mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient légèrement. J'essayais de me calmer, de me concentrer sur ma respiration, de me préparer mentalement à ce qui m'attendait. Mais l'angoisse me submergeait, me paralysait, me privait de toute lucidité. Le taxi s'arrêta devant le numéro 12 de la rue des Rosiers, un immeuble ancien, typique du Marais, avec une façade en pierre et des fenêtres à croisillons. Une porte cochère massive en bois sombre, ornée de fer forgé. Je descendis du taxi, payai le chauffeur et me retrouvai seul devant l'immeuble. L'air était frais, la rue calme, presque déserte. Seuls quelques passants pressés se hâtaient sur le trottoir. Je respirais profondément, essayant de me donner du courage. Puis, d'un mouvement lent et hésitant, je me dirigeais vers la porte cochère et sonnai à l'interphone. « Durand », dis-je d'une voix qui me parut étrangère, rauque et tremblante. Un silence suivit, puis une voix féminine, froide et distante,
répondit « Montez ». 3e étage, porte gauche. La porte cochère s'ouvrit avec un grincement sinistre. Je poussai la porte et pénétrai dans le hall d'entrée. Un hall sombre, mal éclairé, avec un escalier en bois qui montait en colimaçon. Une odeur de poussière et de vieux meubles flottait dans l'air. Je commençai à monter les escaliers, lentement, pas après pas, le cœur battant la chamade. Chaque marche qui grinçait sous mes pas résonnait comme un coup de tambour funèbre. J'avais l'impression de monter vers mon propre supplice, vers un lieu de douleur et de souffrance. Arrivé au 3e étage, je me trouvais devant une porte en bois sombre, ornée d'une plaque en laiton, portant le nom Durand. C'était là. C'était la porte de l'appartement de Marc. C'était là que tout allait se jouer. Je respirais profondément une dernière fois, fermais les yeux un instant et levais la main pour sonner. Un tintement léger retentit à l'intérieur de l'appartement. Puis, la porte s'ouvrit. Devant moi se tenait une femme. Elle était grande, mince, élégante. Elle avait un visage pâle et fin, des yeux noirs profonds et tristes, des cheveux noirs, longs et lisses. Elle me ressemblait étrangement, presque comme un reflet dans un miroir déformant. C'était elle, Sophie, ou Sonia. Je ne savais toujours pas son nom, mais je savais que c'était elle, la femme dont j'avais volé la vie, la femme qui allait me faire payer le prix. Elle me regarda droit dans les yeux, sans un mot, sans un sourire. Son regard était froid, dur, impitoyable. Un regard de juge, un regard de bourreau. « Entrez », dit-elle enfin d'une voix glaciale. « Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Je franchis le seuil de la porte et pénétrai dans l'appartement de Marc. Rien n'avait changé. Les murs blancs, le parquet en bois clair, les meubles simples et fonctionnels, le grand atelier d'artiste baigné de lumière naturelle. Tout était exactement comme dans mes souvenirs, comme si le temps s'était arrêté, comme si Marc était encore là, présent, vivant. Un pincement au cœur, une vague de nostalgie douloureuse, me submergea. Je me retournai vers elle. Elle était toujours là, debout dans l'entrée, me fixant de son regard froid et impitoyable. « Installez-vous », dit-elle en désignant un fauteuil en cuir usé placé devant la fenêtre de l'atelier. Je m'assis, mal à l'aise, crispé, sur le bord du fauteuil. Elle referma la porte derrière moi et s'avança lentement dans la pièce. Elle se déplaçait avec une grâce féline, silencieuse et dangereuse. Elle s'arrêta devant moi, les bras croisés, me dominant de sa taille et de son assurance. « Vous vous souvenez de moi ?» demanda-t-elle d'une voix douce et venimeuse. « Oui », répondis-je d'une voix à peine audible. « Sophie, n'est-ce pas ?» Elle sourit, un sourire amer et ironique. « Sonia », corrigea-t-elle. « Sonia Durand, la sœur de Marc. » Sa sœur. Je ne savais pas que Marc avait une sœur. Il ne m'en avait jamais parlé. « Je suis désolée », murmurai-je, confuse et mal à l'aise. « Désolée pour quoi ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. « Pour Marc », répondis-je, hésitante. « Pour sa mort. » Elle me regarda avec mépris. « Ne faites pas semblant, » dit-elle d'une voix tranchante. « Ne jouez pas la comédie. Vous n'avez jamais été désolé pour Marc. Vous n'avez jamais aimé Marc. Vous l'avez utilisé, exploité, puis jeté comme un vieux chiffon. » Ces paroles me frappèrent comme des gifles. J'étais choqué, blessé, humilié. « Ce n'est pas vrai, » protestai-je d'une voix faible. « J'aimais Marc. Je l'aimais vraiment. » Elle rit, un rire froid et sarcastique. « Amour? Vous appelez ça de l'amour? Le quitter,
l'abandonner, le remplacer par un homme riche et puissant. C'est ça, votre amour. Je n'ai pas quitté Marc, me défendis-je. Il est mort. C'est un accident. Un accident? Répéta-t-elle en accentuant chaque syllabe. Vous croyez vraiment que c'était un accident? Son regard se fit plus sombre, plus intense, plus menaçant. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Je sentais mon cœur battre la chamade, ma respiration se couper, ma gorge se serrer. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demandai-je d'une voix tremblante. Elle s'approcha de moi, se pencha, planta son regard noir dans le mien. « Je veux dire que la mort de mon frère n'était pas un accident, » murmura-t-elle d'une voix rauque. « C'était un meurtre. » Un meurtre. Le mot résonna dans ma tête comme un coup de tonnerre. Un meurtre. Marc assassiné. Impossible. Absurde. Délirant. Vous êtes folle, dis-je d'une voix haletante. Vous divaguez. C'était un accident de la route. La police a enquêté. Il n'y a aucun doute. Elle sourit, un sourire cruel et triomphant. La police s'est trompée, dit-elle. Ou plutôt, elle a été trompée, manipulée, corrompue. Par qui? Demandai-je, incrédule. Par vous, répondit-elle sans hésiter. Par vous et votre mari. Mon mari. Antoine. Pourquoi citait-elle Antoine? Quel rôle pouvait-il avoir dans la mort de Marc? Antoine n'a rien à voir avec ça, protestai-je. Il ne connaissait même pas Marc. C'est ce que vous croyez, dit-elle en souriant. Mais vous vous trompez. Antoine connaissait très bien Marc. Il le connaissait même mieux que vous. Je la regardais, interdite, stupéfaite, incapable de comprendre. Je ne comprends pas, dis-je, perdu. Expliquez-vous. Elle recula de quelques pas, se dirigea vers l'atelier d'artiste et ouvrit un grand tiroir en bois. Elle en sortit une enveloppe Kraft épaisse et me la tendit. « Ouvrez, dit-elle. Vous allez comprendre. » Je pris l'enveloppe, hésitante, les mains tremblantes. Je l'ouvris et en sortis des photos. Des photos de Marc et d'Antoine, ensemble, complices, amoureux. Les photos. Des dizaines de photos. Noir sur blanc, couleur sépia, tirage récent, clichés anciens. Marc et Antoine, enlacés, souriants, complices. Dans des cafés, des restaurants, des parcs, des hôtels. À Paris, à Londres, à Florence. Des photos prises à différentes époques, à différents moments de leur relation. Une relation cachée, secrète, inavouable. Une relation que j'ignorais tout. Une relation qui remontait à bien avant ma rencontre avec Marc. Bien avant Florence. Bien avant moi. Je regardais les photos, stupéfaite, incrédule, anéantie. Le monde autour de moi s'écroulait, mes certitudes s'effondraient, ma vie volée se révélait dans toute sa laideur, sa monstruosité. Marc et Antoine, amants, depuis des années. Et moi, j'avais été l'instrument de leur machination, la victime de leurs mensonges, le jouet de leur manipulation. Marc ne m'avait jamais aimé, il m'avait utilisé, pour cacher sa relation avec Antoine, pour se donner une image de normalité, pour rassurer sa famille, ses amis, la société. Antoine non plus ne m'aimait pas. Il m'avait épousé, pour la même raison. Pour se protéger, pour se cacher, pour maintenir les apparences. Notre mariage, notre vie de couple, notre bonheur affiché, tout cela n'était qu'une mascarade, une imposture, un mensonge éhonté. J'avais vécu dans un rêve, dans une illusion, dans un mensonge,
J'avais volé la vie de quelqu'un d'autre, la vie de Sonia, la sœur de Marc, la femme qui aimait réellement Marc, la femme qui avait été trahie, humiliée, spoliée. Sonia me regardait, les yeux emplis de haine et de mépris. « Vous comprenez maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. « Vous comprenez pourquoi mon frère est mort ?» Je hochai la tête, incapable de parler, la gorge nouée par l'émotion, les larmes aux yeux. « Antoine a tué Marc, dit-elle. Il l'a tué parce qu'il voulait se débarrasser de lui, parce qu'il voulait se marier avec vous, parce qu'il voulait vivre sa vie au grand jour sans être gêné par le passé, par les secrets, par les mensonges. »« Mais pourquoi ?» murmurai-je, perdu. « Pourquoi m'avoir choisi? Pourquoi moi ?»« Parce que vous étiez parfaite, » répondit-elle. Belle, riche, ambitieuse, naïve. Vous étiez la femme idéale pour son plan, la couverture parfaite pour son homosexualité, l'alibi idéal pour son crime. Un crime prémédité, ajouta-t-elle. Antoine a planifié la mort de Marc avec soin, avec méthode, avec perversité. Il a simulé un accident, il a corrompu la police. Il a tout mis en scène pour que personne ne soupçonne rien. Et ça a marché. Tout le monde a cru à l'accident, sauf moi. Vous saviez ? demandai-je, surprise. Vous saviez que c'était un meurtre ? Oui, répondit-elle. Je l'ai toujours su. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de louche, de pas clair dans la mort de mon frère. J'ai enquêté, j'ai cherché, j'ai fouillé et j'ai découvert la vérité. La vérité sur la relation entre Marc et Antoine, la vérité sur le plan d'Antoine, la vérité sur votre rôle dans cette histoire. Elle s'approcha de moi, prit les photos de mes mains et les reposa dans l'enveloppe. « J'ai tout, » dit-elle. Les preuves, les témoignages, les aveux. J'ai tout ce qu'il faut pour faire éclater la vérité, pour faire tomber Antoine, pour vous faire payer votre complicité. Ma complicité, répétai-je, choqué. Mais je ne suis pas complice de quoi que ce soit. J'ignorais tout. J'étais une victime, comme Marc, comme vous. Vous êtes une victime, oui, concéda-t-elle. Mais vous êtes aussi coupable. Coupable d'avoir fermé les yeux, coupable d'avoir accepté le mensonge, coupable d'avoir volé la vie de mon frère. Je n'ai rien volé à votre frère, protestai-je, et j'aimais Marc. Je voulais le rendre heureux. Vous vouliez le rendre heureux, répéta-t-elle en riant, en le trompant, en le manipulant, en le remplaçant par un autre homme? C'est ça, votre bonheur? Je baissai les yeux, honteuse, coupable, incapable de répondre. Elle avait raison. J'avais volé la vie de Marc, sa mémoire, son amour. J'avais volé la vie de Sonia, sa sœur, sa famille, son deuil. J'avais volé ma propre vie, ma propre dignité, ma propre humanité. Et maintenant, je devais payer le prix. Un prix terrible, insupportable, un prix que je ne pouvais pas fuir, que je ne pouvais pas éviter, un prix que je méritais pleinement. Le silence se fit pesant, oppressant, déchiré seulement par mes sanglots étouffés. Sonia me regardait pleurer, sans compassion, sans pitié. Son regard était froid, dur, impitoyable, un regard de justice, un regard de vengeance. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demandai-je enfin, d'une voix brisée. « Que voulez-vous que je fasse ?» Elle sourit, un sourire sombre et mystérieux. « Ce que je veux ?» répéta-t-elle. « Ce que je veux, c'est la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. »« Je vous ai dit la vérité, » protestai-je. « Je vous ai tout raconté. Je ne savais rien.
J'étais ignorante. J'étais naïve. Vous étiez ignorante? Oui, concéda-t-elle. Mais vous n'étiez pas naïve. Vous étiez complice, volontairement ou involontairement. Vous avez fermé les yeux sur la vérité. Vous avez accepté le mensonge. Vous avez profité du crime. Je n'ai rien profité, me défendis-je. Je suis malheureuse. Je suis angoissée. Je vis dans la peur. Je suis punie. Punie? Répéta-t-elle en riant. Vous appelez ça une punition? Vivre dans le luxe, le confort, la richesse? Être marié à un homme puissant et influent? C'est ça votre punition? Ce n'est pas le bonheur, murmurai-je. C'est une prison dorée. Je suis enfermée dans un mensonge, dans une illusion. Je ne suis pas heureuse. Vous n'êtes pas heureuse? Répéta-t-elle en haussant un sourcil. Et alors? Croyez-vous que mon frère était heureux? Croyez-vous que je suis heureuse? Vous avez volé le bonheur de mon frère. Vous avez volé mon bonheur. Vous avez volé votre propre bonheur. Et maintenant, vous vous plaignez? Je baissai les yeux, honteuse, coupable, incapable de répondre. Elle avait raison. Je n'avais pas le droit de me plaindre. J'avais tout gâché, tout perdu, tout volé. Et maintenant, je devais payer le prix. Que voulez-vous que je fasse? Répétai-je, désespéré. Dites-le-moi. Je ferai tout ce que vous voudrez. Elle me regarda longuement, intensément, comme si elle lisait dans mon âme. Puis, elle soupira, un soupir las et résigné. « Ce que je veux que vous fassiez, répéta-t-elle, ce que je veux, c'est que vous disiez la vérité, à tout le monde, à votre mari, à la police, à la presse, au monde entier. Je veux que la vérité éclate au grand jour, que le crime d'Antoine soit révélé, que justice soit faite pour mon frère. » Dire la vérité, répétai-je, effrayé. Mais c'est impossible. Antoine est puissant, influent. Il me détruira. Il me tuera. Il vous tuera peut-être, concéda-t-elle, mais il ne pourra pas vous réduire au silence. Si vous parlez, si vous révélez la vérité, vous deviendrez une héroïne, une martyre, une victime. Vous aurez le soutien de l'opinion publique, de la justice, des médias. Antoine ne pourra rien faire contre vous. Mais j'ai peur, murmurai-je. J'ai trop peur. Je ne suis pas courageuse. Je ne suis pas une héroïne. Vous devez l'être, dit-elle d'une voix ferme. Vous devez le faire pour Marc, pour moi, pour vous-même. Vous devez retrouver votre dignité, votre honneur, votre humanité. Vous devez payer le prix de votre mensonge, mais vous devez aussi vous racheter, vous sauver, vous libérer. Elle s'approcha de moi, prit mes mains dans les siennes, me regarda droit dans les yeux. « Faites-le, me supplia-t-elle. Dites la vérité. Pour Marc, pour moi, pour vous. » Ces paroles me touchèrent au cœur, réveillèrent en moi une force insoupçonnée, un courage oublié. Elle avait raison. Je devais le faire. Je devais dire la vérité. Je devais payer le prix. Mais je devais aussi me racheter, me sauver, me libérer. Pour Marc, pour Sonia, pour moi. D'accord, dis-je d'une voix ferme et décidée. Je le ferai. Je dirai la vérité. Je vous promets. Un sourire, un vrai sourire, illumina le visage de Sonia. Un sourire triste, mais beau. Un sourire d'espoir, un sourire de rédemption. « Merci, dit-elle. Merci du fond du cœur. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je serai là, à vos côtés.
pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous protéger. Ensemble, nous allons faire éclater la vérité. Ensemble, nous allons rendre justice à Marc. Ensemble, nous allons nous libérer du mensonge. Ensemble. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais moins seul, moins perdu, moins angoissé. J'avais trouvé une alliée, une amie, une sœur. J'avais trouvé la force de combattre, le courage de dire la vérité, l'espoir de retrouver ma vie, ma vraie vie, ma vie volée. Le prix à payer serait élevé, terrible, insupportable. Mais la vérité avait un prix encore plus élevé.